Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce CSI sur les outils et les démarches quand vous allez sur le terrain, qui sera présenté par Pascal Rowe, Lorena Cisneros, Alix Levin, Florence Ménez et Sophie Leonardi. Au programme, les outils à disposition des personnels de l'UMR Amur, des données personnelles et des démarches RGPD via un guide pratique, l'utilisation du logiciel de transcription Muta, et la gestion des données de recherche, le stockage des données, tout ça, tout ça. Donc, je vais laisser la main et me mettre un peu en retrait à Sophie ou Pascal. Je sais pas qui veut commencer. Ouais, bah, je vais introduire, puis après, je vais laisser la parole à Pascal. Bah, merci Anton, et merci à tous et toutes d'être présentes ce matin, parce que c'est vrai que la logistique n'était pas simple jusqu'au dernier moment, mais bon, il y a ceux qui s'accrochent et qui arrivent à être là. Donc merci. Oui, donc programme un peu ambitieux ce matin, mais rassurez-vous, ça va être surtout quelques rappels et puis pour vous donner un peu les bonnes idées pour ensuite aller rechercher. La première idée, en fait, c'était plus de faire un CSU à l'origine sur le logiciel Nuta, qui est un logiciel de transcription notamment. On pourra y revenir tout à l'heure justement au cours du CSU. Et puis finalement, à l'aune de ce CSU, on s'est dit que ce serait intéressant d'envelopper ça plutôt, plus largement, faire un petit rappel sur les différents outils, démarches qui peuvent être à votre disposition, qui sont à mettre en œuvre lorsque vous allez sur le terrain, faire des enquêtes, des entretiens. Voilà, avec en tout cas la connaissance qu'on en a. Hein, c'est loin d'être exhaustif, mais vous pourrez aussi compléter. Et puis, du coup, on s'est dit, quitte à faire ça, autant faire un bref rappel aussi dès le début, aussi sur globalement où aller chercher les outils, enfin tout ce qui est un peu outils au sens large, même quand vous êtes à Amur. Donc, je vais partager mon écran pour vous rappeler un petit peu le programme. Est-ce que c'est bon? Ouais. Super. Donc, au début, je vais donner la parole à Pascal, qui vous fera un petit tour d'horizon sur les outils à disposition des personnels à mur. Voilà, c'est un tour d'horizon, hein, donc on ne rentrera pas dans le détail. L'idée, c'est que vous ayez les choses en tête, vous puissiez ensuite aller creuser par vous-même ou vous revenir vers nous si besoin. Et ensuite, on fera plutôt un zoom sur les outils et démarches quand on va sur le terrain. Avec un petit rappel de la démarche RGPD, quelques bonnes pratiques en termes de gestion des données. Ensuite, on passera un temps plus conséquent sur le logiciel de transcription Nuta. Donc, j'introduirai brièvement la démarche à mur et ensuite, je laisserai la parole aux collègues qui sont utilisatrices de l'outil pour vous faire une petite démonstration. Et puis, à la fin, on reprendra quelques minutes pour vous parler notamment de ShareDoc sur Humanum. Enfin, on y reviendra et deux, trois trucs aussi, voilà, pour compléter le tour d'horizon. Donc, accrochez-vous, c'est parti. Et surtout, oui, c'est interactif. Hein, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va peut-être se passer le relais sur le chat. Voilà. C'est parti. Écoute, Pascal, c'est toi qui commence. Ouais, À toi merci Sophie, je vais prendre le partage du coup. Hop, Ouais. c'est bon. Donc moi je vais vous présenter assez rapidement, faire un petit rappel en fait pour ou alors pour ceux qui ne le connaissent pas, vous présenter un petit peu les différents outils qui sont à notre disposition, les outils numériques de nos différentes institutions. Alors je vais essayer de commencer par la base, hein, pour aller ce qui nous réunit le plus un petit peu, donc ce qui est notre dénominateur commun à tous ici, hein, quelle que soit notre tutelle, c'est notre accès ENT, UBO. On peut tous avoir un compte UBO au niveau de l'unité, donc ça va être un petit peu notre dénominateur commun. Ça veut dire que à partir de ce compte, on va avoir accès à un ensemble d'outils qu'on va pouvoir partager les uns avec les autres, notamment des espaces de stockage, etc. Donc pour ça, bien le plus simple, c'est d'avoir son compte ENT, hein, UBO. Donc bon, je pense que l'essentiel, la plupart d'entre vous le connaissent, mais pour les stagiaires notamment, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir un compte UBO pour avoir accès à un ensemble de services. Donc pour cela, vous devez connaître, hein, c'est le compte UBO. Vous allez sur le NT. Euh, pour ceux qui n'ont pas eu de compte, vous pouvez faire une demande de compte soit auprès de, 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 de l'équipe de support et d'appui ou bien auprès de votre maître de stage si vous êtes stagiaire. Donc, quand vous connectez sur l'UBO, vous avez un ensemble de services. Alors, vous avez à l'avoir donc cet ensemble de services de ce qu'on a appelé la DSIUN, grosso modo, c'est le service informatique de l'UBO. Vous aurez d'autres services encore
qui vont être on est la seule composante donc au niveau de l'UM à avoir un service informatique, hein. Les autres composantes ont des informaticiens de proximité, mais n'ont pas de service informatique. Donc nous, au niveau de l'UM, on a le service informatique de l'UM qui s'appelle le CIMI et qui va être votre interlocuteur pour tout ce qui est problème informatique, notamment pour le CNRS, pour l'Ifremer pour les petits bobos. L'Ifremer, normalement, pour les machines Ifremer, c'est géré par le service informatique de l'Ifremer qui s'appelle le RIC. Et puis, sous le service informatique donc, de l'UM, le CIMI, vous allez trouver aussi quelques services en termes de support, de catalogue. Alors, on a un catalogue de services qui va présenter l'ensemble des services auxquels vous avez accès. Et puis, également des choses en termes de gestion des données. Également, donc, on a des services via le CNRS. Alors, ce qu'on utilise beaucoup, nous, c'est le Zoom. Donc, vous avez les liens ici, hein. Donc, pour avoir accès donc, au service CNRS, il faut que vous soyez déclaré sur la base de Janus du CNRS. Donc, si vous n'avez pas d'accès, il faut que vous demandiez votre accès. Donc, à Séverine ou à Nathalie. On va dire que pour le personnel non CNRS, vous avez un autre service qui est intéressant, qui va être notamment le cloud en ligne, donc sous le CNRS, qui s'appelle le MyCore, qui est un espace de stockage, je crois, qui est de l'ordre de 40 gigas, il me semble, sous le CNRS. Alors, si on regarde un petit peu, si on revient sous le NT, donc vous allez arriver sur le NT, vous allez avoir ici ce qu'on appelle le portail des services. Ce qui peut vous intéresser également, c'est la demande d'assistance informatique, mais bon, on va voir pour l'UM, ça sera peut-être plus facile. Vous pouvez envoyer un mail directement, on verra ça tout à l'heure. Donc, le portail des services, pour avoir accès aux services informatiques de l'UBO, vous allez sur l'onglet DSIUN, hein, donc Direction des services informatiques d'usage du numérique. Bon, c'est le service informatique de l'université. Quand vous cliquez dessus, vous allez avoir accès donc à la présentation de la DSI. Ce qui nous intéresse ici, pour nous, ce sont les services proposés. Donc, quand vous allez sur les services proposés, vous allez trouver le cloud UBO, la messagerie, le Wi-Fi, comment on se connecte au Wi-Fi, le Wi-Fi invité, le Wi-Fi et du ROAM, etc., etc., l'assistance informatique, les logiciels de bureautique, le VPN, qui est un accès intranet quand vous n'êtes pas sur site de l'UBO, comment vous pouvez avoir accès à l'intranet en dehors quand vous êtes à l'étranger, par exemple, etc., etc. Vous avez également ici un onglet audiovisuel qui va vous fournir un ensemble de services liés à l'audiovisuel, que ce soit d'équipes de captation, la visioconférence, la réservation de salles, de prêt de matériel audiovisuel. Si vous avez sur le terrain des entretiens à faire, de la captation, donc, vous avez un ensemble de matériel qui peut vous être prêté, ou alors du personnel qui vient en support faire de la captation pour des conférences ou des choses comme ceci, par exemple. Vous avez des outils pour la recherche. Dans ces outils pour la recherche, vous allez trouver des outils de gestion de conférences, donc ce qui va s'appeler SoundsConf. Vous allez également avoir un ensemble d'outils. Alors là, vous ne les avez pas ici. C'est dans l'onglet documentation. Quand je clique sur documentation, vous allez trouver ici sur la gauche un ensemble de documentation qui sont liés en fait à tous les services auxquels vous allez avoir accès. Bon, les services essentiels, hein, vous allez les retrouver par thème sur l'impression, l'Internet, la messagerie, mon compte, etc. Donc, c'est un ensemble de services qui peut vous être utile. Vous avez alors notamment un outil de... j'ai perdu ma souris. Vous allez avoir accès à... Alors, pourquoi j'ai perdu ma souris? Mes piles sont déjà mortes. Bon, ma pile est morte. Donc, vous allez... Alors, je vais essayer de la revoir. Bon, j'ai perdu ma souris. Je vais ouvrir mon écran pour avoir accès au pad. Voilà. Un peu là. Sophie va arriver avec une pile. Merci Séverine. Alors, vous allez avoir accès à un outil de sondage qui s'appelle Lime Survey, qui est un outil en ligne.
Est-ce que j'ai retrouvé ma souris? Nickel. Merci, merci Séverine pour la pile. Des petits soucis techniques du côté de Pascal, j'ai l'impression. Il va revenir. Ne vous inquiétez pas. Ce CSU est un peu maudit, comme je le disais dans le chat. Désolé. Oui, oui, c'est exactement ça. Je meuble, je meuble. Et euh, comme ce qui s'était dit, que je revois rapidement ce qui est quand même prévu sur aujourd'hui. Il arrive, Pascal. Et il est de retour, il est de retour. Et j'ai pas besoin de, c'est bon, j'ai à deux doigts de faire une blague, mais c'est bon, sauvé par Pascal. Pardon, j'ai été mis en veille quand je me suis, quand j'ai changé mon truc, quand j'ai refermé mon écran, évidemment, ça m'a mis en veille. Pardon, désolé pour ça. Alors, je reprends. Hop, voilà. Donc, je reviens sur nos services. Donc ici sur le thème, donc vous avez un outil de sondage en ligne, hein, donc qui s'appelle Lime Survey, et donc l'UBO a une gestion, a une licence Lime Survey, donc qui vous donnera un peu plus d'options que le service gratuit. Un autre outil auquel vous avez accès, qui est ce qu'on appelle Renater, qui est une fédération de services pour un ensemble d'universités, on va dire, et d'instituts de recherche. Donc ça s'appelle Renater. Renater donc va vous donner accès à un ensemble de services. Donc vous allez sur la page de Renater, donc sur le lien de présentation, enfin sur les fiches le diaporama de présentation, vous avez tous les liens. Donc si vous allez sur Renater, vous vous connectez. La connexion se fait par votre identifiant ENT. Peut se faire également par votre identifiant Ifremer. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'identifiant UBO. Ça vous donne accès à l'ensemble des services. Donc une fois que je me connecte, eh bien, j'ai accès à un ensemble de services. Euh, Vous allez trouver Partage, vous allez trouver Renavisio, Rendez-vous, qui sont des services de visioconférence. Et puis, vous avez ici FileSender, qui est un service d'échange de fichiers. Et vous pouvez envoyer des fichiers jusqu'à 100 gigas, une taille de 100 gigas. Alors, vous pouvez envoyer un fichier. Vous ne pouvez pas envoyer plusieurs fichiers, il faut les compresser en un seul fichier. Et donc là, vous pouvez envoyer 100 gigas, échanger des fichiers 100 gigas. Vous pouvez créer des liens pour vos interlocuteurs. Et donc, vos interlocuteurs peuvent également poster des fichiers, même s'ils n'ont pas de compte Renater. Donc, vous pouvez créer un lien pour qu'ils déposent des fichiers. Donc, c'est un ensemble de services assez intéressant. Donc, Renater, Renavisio, etc. Un outil qui nous intéresse, c'est sur l'IUM. Alors, sur l'IUM, vous tapez l'IUM, vous allez tomber sur le site de l'IUM. Et sous l'IUM, hein, vous allez avoir accès à un intranet que vous devez normalement connaître. Donc ici, vous avez accès à l'intranet. Et puis, sur le site de l'UM, vous avez également un sous-site qui est le site du service informatique de l'UM, donc dont je vous ai donné également le lien. Et sur ce site du service informatique, vous allez retrouver l'ensemble des services qui vous sont proposés. Ici, vous avez gestion des données, le calcul scientifique, les bonnes pratiques et le support. Le support, grosso modo, ça va être le support informatique. Vous avez un problème avec un service, vous avez un problème avec votre ordinateur. Vous allez ici sur le support informatique. Donc, vous pouvez faire soit une demande de support par le système de ticket hein, de l'ENT, ou bien l'adresse d'assistance de l'UM. Donc, vous cliquez dessus et puis ça va vous ouvrir le lien directement dans votre
navigateur, dans votre navigateur, dans votre gestionnaire de courrier électronique, et puis ça va vous créer un message, et puis bon, vous dites voilà, quel est mon problème, etc. Vous envoyez votre message. Il faut l'envoyer avec une adresse UBO. C'est pour ça que c'est important d'avoir un compte UBO. Si vous l'envoyez avec une adresse autre qu'une adresse UBO, ça ne marchera pas. Donc ici, vous allez retrouver l'ensemble donc de la documentation quand vous arrivez sous l'accueil. Vous avez l'ensemble de la documentation à la fois en termes de support, de données. Alors Sophie vous en parlera un peu plus. Également du calcul. Si vous êtes sur un projet, ben, vous avez accès à du calcul scientifique. Si vous faites tourner des gros modèles, euh, eh bien, vous savez que vous avez accès au calculateur Datarmor qui est localisé à l'Ifremer et vous pouvez faire tourner vos modèles sur le calculateur. Donc, vous avez également un service en termes de calcul scientifique et puis d'aide à la modélisation. Vous avez des gens qui vont venir en support. Sur les données, Sophie vous en parlera. Donc voilà pour ce qui est le CIMI, la DSIUN, le CNRS, vous avez les liens et les différents services Renater. À côté de ces services numériques, hein, en termes de logiciels, on a des logiciels institutionnels. On a au niveau de l'UBO le Sphinx IQ2 qui est un logiciel d'enquête qui est accessible sur une licence UBO, mais vous y avez également accès par la TGIR, la très grande infrastructure de recherche, ou Manum, qui va nous proposer un ensemble de services au niveau de l'UBO, au niveau de l'IFREMER, etc. En sciences humaines et sociales, on a accès à l'ensemble de ces services. Et eux vont nous proposer des accès en termes de logiciels. Alors, ils ne vont pas nous donner un logiciel spécifique, on ne demande pas un accès à Sphinx, on dit qu'on a un besoin en termes d'enquête, en termes de stockage, etc. Et eux vont nous répondre en nous proposant un ensemble de logiciels, notamment les logiciels CACDAS, donc qui sont des logiciels d'analyse de données textuelles. Et puis, à côté donc de ces services numériques, on vous propose un ensemble de matériel qu'on a mis sous le système de réservation de l'UM, donc qui s'appelle GRR. Vous avez ici le lien sur l'intranet de l'UM. Donc, pour me connecter, ben, je vais sur le site de l'UM. Bon, je vais le copier, ça ira plus vite. Donc, une fois que j'arrive sous ce site de réservation, alors là, je suis connecté. Donc, je vais me déconnecter. Comme ça vous donne un petit peu le... Vous arrivez ici sur cette interface-là. Donc, vous choisissez Amur. Et puis ici, vous allez tomber bien sur deux domaines. Le premier domaine, c'est celui de réunion, les salles de réunion de l'UMR. Et puis ici, les matériels de prêt. Donc, il vous suffit de cliquer sur le matériel de prêt, puis vous allez avoir accès à l'ensemble des matériels de prêt qui sont mis à votre disposition. Vous allez trouver des caméras de visio, des casques audio, un enregistreur numérique, enfin deux enregistreurs numériques. Deux autres sont en cours de commande et seront mis à disposition. Un ensemble d'ordinateurs de prêt, avec en particulier ici une tablette de terrain. Donc, si vous cliquez sur la loupe, vous allez avoir le descriptif en fait du matériel. Pour chaque matériel, hein, vous aurez un descriptif. Alors, faites attention à bien regarder ce matériel parce que vous allez avoir des informations et certains matériels sont un petit peu vieux et ne seront pas forcément très optimum pour l'usage que vous voudrez en faire. Idem hein, pour les caméras de visio, vous aurez un descriptif de la caméra, comment le mode d'emploi et puis où vous pourrez la trouver. Alors si je veux réserver ce matériel, ben, vous voyez ici que ben, je n'ai pas accès. J'ai simplement un descriptif. Pour avoir accès à la réservation, il faut se connecter. Donc une fois que vous êtes sur le site de réservation, en haut à droite, vous avez un mode d'authentification. Vous pouvez vous connecter localement ou par l'ENT. Hein, ça c'est un petit peu pareil. Donc, une fois que je me connecte, vous voyez que j'ai accès ici à des petites croix. Donc, je vais cliquer. Je reviens ici. Donc là, par défaut, je reviens sur les salles de réunion de l'IUM. Donc, je vais sur un mur. Je vais sur le matériel de prêt. Voilà, c'est un peu long parfois. Allez, allez.
Voilà. Voilà, ça décoince. Et puis, bien ici, je vais aller sur le matériel que je veux emprunter. Disons que je veux emprunter la caméra de visio. Et ben, je vais cliquer, par exemple, le 12 avril, je vais emprunter la caméra de visio. Je clique sur ma petite croix. Voilà. Et puis ici, bon, ben voilà, je vais remplir, euh, j'en sais rien, demande de prêt, hop, de la caméra, description complète, pour conférence, n'importe quoi, je mets ce que je veux. On me demande ici ce que je veux réserver. Et puis, je vais ici sélectionner bien la durée de prêt que je veux. Par défaut, on est sur 10 minutes. Je vais sélectionner des jours. Voilà, je la veux. Je vais réserver ma caméra 2 jours. Et puis, j'enregistre. Et normalement, alors c'est un peu long ce matin. Et donc, vous faites la même chose pour l'ensemble des matériels. Voilà. C'est un petit peu long. Voilà. Et donc, vous voyez ici, bien, j'ai réservé ma caméra pour 2 jours. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait de plus? Oh ben, ma foi, pas grand-chose. Je vais peut-être laisser la main à Sophie, puisque euh, en termes de logiciel commun, ben, on a Nuta, qui est le logiciel de transcription à partir d'enregistrement audio, avoir une transcription textuelle. Donc Sophie, Alix et Florence vous en parleront plus en détail. Et puis, ben voilà, vous retrouvez un petit peu tous ces outils sous le diaporama. Donc voilà, Sophie, je te repasse la main. Merci. Alors, super. Alors, est-ce que c'est bon pour l'écran? Ok. Alors, moi, je vais essayer de faire rapide. Donc, survoler. Quelques outils démarche quand on va sur le terrain. Donc, pour commencer, la démarche RGPD, le règlement général sur la protection des données. La protection de quelles données? Donc en fait les données à caractère personnel, à savoir quand vous allez sur le terrain, bah forcément. Alors des données à caractère personnel, c'est toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement. Donc ça peut être en fait finalement sa voix, son image, une vidéo, son nom, sa fonction, enfin voilà, tout ce qui permet de l'identifier. Mais ça peut être aussi une somme d'éléments, couleur de cheveux, yeux, caractéristiques hautes qui font que croisés, mobilisés ensemble, on peut aussi identifier la personne, lieu d'habitation, etc. Donc en fait, il faut voilà, et donc c'est vrai qu'à partir du moment où on va enquêter, interroger, interviewer, s'entretenir avec des personnes sur le terrain, généralement on collecte ce genre d'informations, à minima le nom, la voix, etc. Euh, on peut aussi collecter des données personnelles qui ont le caractère sensible. Donc là, ce sont des données personnelles de catégorie particulière qui portent en fait sur, par exemple, la prétendue origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, etc. Appartenance syndicale, données génétiques. Donc voilà, donc c'est plus rare, mais ça peut arriver, données biométriques ou concernant la santé, voilà, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique. Donc voilà, donc il faut avoir ça en tête à partir du moment où on collecte ce genre d'informations. Et, et donc, du coup, bon, on commence un petit peu à être rodé là, mais du coup, il faut penser à anticiper un petit peu avant d'aller sur le terrain pour mettre en œuvre cette démarche. Donc, je n'ai pas forcément rentré dans le détail ce matin. Ce qui est sûr, c'est que tout est sur le site web de l'UMR Amur. Donc, quand vous allez sur le site web de l'UMR Amur via cette URL, il y a donc dans Recherche, Pôle Observation. Alors, je ne le fais pas en dynamique, hein, c'est pour gagner un peu de temps. Et donc, il y a un petit encart sur la démarche RGPD, où là, on a essayé de mettre en place un peu, enfin, de vous aider sur qu'est-ce que c'est que le RGPD, les interlocuteurs, pas à pas, comment est-ce qu'on fait, voilà, en pratique. Les traitements administratifs, normalement, voilà, organisation d'un colloque ou autre, nécessitent aussi, à partir du moment où on collecte des adresses mail, des noms, des prénoms, etc., si on fait un formulaire aussi, de mettre en place ce genre de démarche avec des processus facilités. Et puis, il y a un partage d'expérience de Florence Ménez aussi qui peut donner des bonnes idées. En quelques mots, sans rentrer dans le détail, hein, désolé, je fais que survoler. Ce qu'on préconise du coup de notre côté, c'est vrai que du coup les trois tutelles, Ifremer, Rubio, CNRS, sont dotées d'un DPO, c'est-à-dire, je perds mes mots, Pascal, délégué à la Un protection délégué, des voilà. données. Merci.
référent pour chaque tutelle. Après, c'est vrai que nous, on préconise de passer, c'est libre, mais on préconise de passer par la tutelle CNRS pour différents aspects, mais notamment le fait qu'ils sont vraiment dotés d'un service juridique qui fait de la veille et qui peut vraiment nous accompagner sur le sujet. Et au-delà de la démarche RGPD aussi, nous donner des bons conseils, nous accompagner sur différents aspects juridiques ou autres. Voilà, donc vous retrouverez toutes ces informations, hein, mais là je vous ai juste fait un petit combo de quelques informations clés. Donc du coup, si effectivement votre projet, votre action, vos travaux concernent aussi l'Ifremer, parce que c'est des financements Ifremer ou où il y a des intervenants Ifremer dans le travail de terrain, n'hésitez pas à mettre en copie aussi le DPO, le DPD de l'Ifremer, donc voilà, de vos démarches. Globalement, en passant par la tutelle CNRS, il y a 3 documents à remplir. Un formulaire d'inscription au registre de l'unité, donc c'est un formulaire dans lequel on dit c'est quoi notre projet, notre démarche, la finalité, quelles données personnelles, voire sensibles on va être amené à collecter, qui va en être destinataire, et puis toutes les mesures un petit peu finalement de sécurité en termes de stockage de données, de gestion du traitement de ces données. Voilà, donc on a mis des exemples en ligne sur le site web. Et puis après, il y a 2 documents qui sont plutôt la destination. Donc le formulaire d'inscription, c'est la destination du service donné du CNRS qui enregistre en fait, qui recense l'ensemble de ces démarches dans un formulaire pour le labo. Et puis sinon, il y a 2 documents à destination là plutôt des enquêtés ou des personnes avec qui on s'entretient. Une mention d'information, donc qui reprend les éléments clés en fait pour dire quelles données on collecte, pourquoi faire, qui c'est qui va y avoir accès, combien de temps on va les garder, les stocker, etc. Donc c'est vraiment pour être transparent. Et puis un formulaire de consentement finalement qu'on est censé du coup faire remplir et obtenir aussi la signature normalement avant de pouvoir enquêter les personnes sur le terrain. Et ces formulaires qui sont à conserver le temps du projet et à détruire à l'issue du projet. Voilà, donc du coup, c'est une démarche qui peut prendre un petit peu de temps, mais voilà, on commence à être rodé. Il ne faut pas hésiter à nous mettre en copie aussi, nous, le pôle, parce que ça nous permet aussi de bénéficier de vos différents retours d'expérience sur le sujet. Donc, il faut anticiper un peu parce que ces côtés CNRS, ils peuvent avoir plusieurs demandes en parallèle, donc pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut avant d'aller sur le terrain. Que dire d'autre? Oui, il y a une procédure simplifiée pour les traitements administratifs. Et puis n'hésitez pas à aller voir un peu le retour d'expérience de Florence Ménez aussi, qui a pratiqué de la pseudonymisation de données, etc., etc. Voilà, j'envoie des perches, mais je détaille pas plus. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site et puis à revenir vers nous si vous avez des questions. Je vais aller un peu vite. Voilà. Alors là, je m'inspire. Donc, j'ai participé à une petite formation sur la gestion des données de la Maison des sciences de l'homme de Bretagne de Rennes en mars dernier. Et donc, j'avais demandé, là, je me suis inspirée une formation dispensée par Aline Benvenu dos Santos. Et donc, je me suis inspirée de ces slides juste pour vous faire un petit rappel au-delà de la démarche RGPD, quand on va collecter des données sur le terrain et quand on est amené à traiter, à gérer des données, des bonnes pratiques qu'on peut mettre en œuvre aussi. Donc, il y a pas mal de choses qui relèvent du bon sens, mais bon, ça peut faire du bien aussi de les rappeler. Donc là, encore une fois, elle était OK pour qu'on mette son PowerPoint en ligne. Donc, je pense qu'on le mettra sur le site web ou du moins on fera un lien vers le site web, l'internet du site UMR. Mais là, j'ai juste fait un petit extrait de certaines de ces slides. En fait, après, tout ce qui va être dit par la suite, ces bonnes pratiques, ça s'inscrit un peu dans la démarche de la science ouverte. Alors certains en ont déjà entendu parler, d'autres sont en plein dedans et d'autres peut-être pas encore parmi vous. Mais voilà, c'est le lien entre la science ouverte et la gestion des données. Donc la science ouverte, en fait, c'est la diffusion sans entrave des résultats et des méthodes et des produits de la recherche scientifique. Et la science ouverte doit devenir la pratique par défaut des chercheurs et constituer un critère d'excellence de la recherche, etc., etc. Donc, d'où l'idée aussi d'essayer de mettre en pratique ces choses-là au fur et à mesure. Donc, ça c'est basé aussi sur plusieurs principes, mais notamment le cycle de vie des données de recherche se présente sous la forme d'un cycle avec différentes étapes, et notamment la collecte des données, le traitement, la conservation
la pérennisation et éventuellement la diffusion en vue justement de la réutilisation des données scientifiques. Donc l'idée, en fait, c'est un petit peu au début d'un traitement, d'une action, d'un travail de recherche, d'un projet, d'anticiper aussi ces différentes étapes et de se poser les bonnes questions sur les outils qu'on va pouvoir mobiliser pour y arriver. Voilà, et puis l'autre principe, enfin les autres principes, ce sont les principes FAIR, donc je n'entrerai pas dans le détail ce matin, mais voilà, ce sont une liste de principes qui fournissent les lignes directrices pour améliorer la facilité de repérage des données, de l'accès à ces données, de l'interopérabilité entre différentes bases, ou, voilà, tables de données, etc., et la réutilisation des ressources numériques au sens large. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, un petit panel de différentes bonnes pratiques. Et donc, une des choses qu'on veut essayer de prévenir aussi, c'est les risques de perte de données. Donc, à la fois la perte de données physiques ou la perte de données sur qu'est-ce qu'il y a dans ces données. Dans un jeu de données, on l'a pas perdu, on l'a, mais en fait, finalement, on ne sait plus quand est-ce qu'il a été collecté, par qui, à quoi ça correspondait, et du coup, il est plus réutilisable. Donc, c'est bien penser à réaliser des sauvegardes. Donc, c'est-à-dire conserver les données en plusieurs instances, en privilégiant les technologies les plus utilisées, les plus stables, notamment les serveurs institutionnels, mais pas que. Et puis en privilégiant des formats ouverts, plus pérennes. Je vais y revenir. Et puis, de temps en temps aussi planifier des opérations de migration de support en fonction aussi, est-ce qu'on est en train de collecter les données. Une fois que j'ai fini ma collecte de terrain, peut-être migrer mes données sur un serveur institutionnel pour les sauvegarder sur du plus long terme. Voilà, les formats de fichiers les plus ouverts. Donc là, on vous mettra ça en ligne, hein, je ne vais pas rentrer dessus en détail, mais en fait, ce sont les plus ouverts possibles, donc non propriétaires, dans l'idée en fait de pouvoir finalement, ne serait-ce que les données soient réutilisables par d'autres personnes en fait. Donc là, par exemple, pour différents types de fichiers, vous avez un petit tableau, traitement de texte, images, etc., qui présente finalement les formats ouverts versus les formats fermés. Donc, utiliser des formats ouverts, ça permet en fait à n'importe qui, enfin, de pouvoir échanger des données et qu'elles soient utilisables, lisibles par d'autres utilisateurs, et puis d'assurer aussi que ces ressources numériques soient utilisables dans le temps. Donc pérenniser en fait l'accès aux données, parce que finalement un logiciel propriétaire, si dans 5 ans il n'est pas maintenu, etc., et que on a enregistré des documents sous ce format-là, si le logiciel n'est pas maintenu, on ne pourra pas relire, rouvrir le document, quoi. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment pour se mettre dans la veine des principes FAIR. Voilà, donc il y a le côté sauvegarde, mais il y a aussi conserver des données intelligibles. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à prendre peut-être 5-10 minutes, une fois qu'on revient du terrain, qu'on a notre fichier audio, peut-être après notre fichier transcrit, qu'on sauvegarde tout ça sur notre ordinateur en local, mais aussi sur un serveur pour avoir une double sauvegarde. D'accompagner ces données d'une documentation en fait qui permet de retracer le contexte de production des données. C'est ça aussi qui fera que ces données sont compréhensibles, intelligibles et réutilisables par la suite si réutilisables, si elles doivent être réutilisées, mais au moins partageables en interne du projet entre les différents utilisateurs, ne serait-ce que dans cette optique-là. Et donc cette documentation, elle peut prendre plusieurs formes. Donc là, c'est pareil, hein, moi je suis pas experte de tout ça, je découvre au fur et à mesure, mais vos bonnes pratiques et vos retours d'expérience sont les bienvenus. Donc, ça peut être des fichiers de métadonnées standardisés, donc il existe un certain nombre de standards, mais aussi un simple fichier README, un simple fichier texte à la racine du répertoire, on va mettre tous nos entretiens, qui explique rapidement, voilà, qui rappelle qui est-ce qui a collecté, enfin, qui a réalisé cet entretien, à quelle date, que contient tel fichier, ça c'est l'audio, ça c'est le fichier transcrit, ça c'est le fichier avec mes notes en live pendant l'entretien. Enfin voilà, garder une trace finalement de ce qu'on a. Voilà, donc vous voyez, finalement, un fichier README, c'est un fichier en texte brut associé à un jeu de données qui explique le contexte, la méthode, les outils, éventuellement les logiciels utilisés si c'est nécessaire, et toutes les informations nécessaires à la réutilisation des données, à leur intelligibilité. Voilà, des petites pratiques. Attendez. Alors, c'est moi qui n'arrive plus à... Ah si, ah bon sang. Juste Sophie, juste pour tout ce que tu as présenté, c'est accessible, hein, sous l'intranet Amur.
Bah, faut que je le Donc, mette. il y a le lien, enfin, tout ce que tu as présenté, tout ce que tu viens de dire sur la démarche, comment est-ce qu'on, si on a affaire, si on doit traiter de la donnée à caractère personnel, tout le protocole Mm, pour mm. déclarer ça auprès de notre délégué à la protection des données, de nos délégués à la protection des données, puisque si l'IFREMER aussi parfois préfère qu'on s'adresse au DPD IFREMER. Donc tout ceci est accessible sous l'intranet Amur. Donc vérifiez que vous ayez bien aussi accès à l'intranet Amur. Normalement, tout le monde, tout le personnel doit avoir accès. Ouais, c'est même sur Internet. Donc voilà, mais oui, tout à fait. Oui, enfin, Euh, Enfin, en tout cas, s'il vous manque, si vous n'avez pas accès à quelque chose, n'hésitez pas à revenir vers Pascal ou moi. Alors, pour essayer de finir avant de passer la main à mes collègues, oui, donc là, bon, je vous mettrai ça à disposition, hein, je suis même pas encore expert des histoires de métadonnées. Pour aller plus loin qu'un fichier ennemi, si effectivement dans l'optique de diffuser, je sais pas, des matériaux, que ce soit des entretiens, des synthèses ou autres, sur Pascal abordera peut-être en fin de CSU. euh, eh bien voilà, quand on diffuse, on associe toujours à notre jeu de données un fichier de métadonnées, donc un ensemble de données structurées. Finalement, c'est les données sur les données. Hein, attention, on s'accroche. Un ensemble de données structurées pour décrire, expliquer, localiser les ressources et en faciliter finalement après la recherche, l'usage et la gestion. Donc, notamment, elles rendent intelligible un certain nombre d'informations, à savoir le processus de création des données dont on parle, les modifications qui ont pu être opérées au fil de l'eau sur ces données, le savoir tacite associé à ces données, qui a fait quoi, quand ou comment, et je ne sais pas, le logiciel qui a été utilisé pour les transcrire ou je ne sais quoi, tout ce qui pourrait être utile pour aider à la compréhension. Et voilà, bon, elles peuvent être embarquées ou externes, enrichies, enfin bon, ça c'est des termes, mais en gros, on les produit ou on les exporte, on les importe. Donc voilà, donc vous voyez, il est impératif, donc c'est pas obligatoire hein, les fichiers de métadonnées, mais par contre c'est vrai que si on est dans une optique, on sait déjà qu'on va partager ces informations, éventuellement les diffuser pour les partager ou les archiver sur du long terme, etc. Ça peut vraiment être utile de remplir ce genre d'informations au fur et à mesure. Donc voilà, encore une fois, on n'est pas expert, mais là je mettrai à disposition le PowerPoint. Il y a un certain nombre de ressources là dans les liens qui seront actifs pour aller chercher des exemples à droite et à gauche. Alors, attendez, excusez-moi parce que ça met un peu de temps pour, je ne sais pas pourquoi, pour changer de slide. Sinon, ça change tout d'un coup. Voilà. Et bon, alors encore des choses de bon sens. Quand on manipule, on est amené à collecter beaucoup de données. Eh bien voilà, ça peut être vraiment très utile aussi d'organiser ces données, donc de créer une arborescence de dossiers, de définir et d'utiliser une règle de nommage. Alors ça peut paraître un peu trivial, voilà, mais en fait le truc c'est qu'on est rarement à travailler tout seul. Et je vois dans un projet notamment dans lequel je suis, la Éole en mer, bah, c'est vrai que les porteurs de projets ont proposé en fait, enfin, c'est eux qui ont géré l'arborescence sur Sherdock. Et puis bah, ils ont pas imposé, mais ils ont largement proposé aussi une règle de nommage des fichiers, vous voyez, avec date, type. Donc là, il y a un petit référentiel. Est-ce qu'on est sur une image, une note, un truc, le titre du document, les initiales des contributeurs, et puis la version quoi, pour le versionning. Voilà, alors quelques dont je l'ai déjà évoqué, donc ça peut être bien, hein, ne serait-ce que pour pouvoir s'y retrouver et travailler en collaboratif. Stocker, dupliquer les données à différents endroits, donc ça je l'ai évoqué tout à l'heure, mais voilà, bon là encore je suis pas une experte, hein, mais ça peut être en local sur son ordi, mais il faut au moins prévoir une sauvegarde. Ça peut être un disque dur externe sur un cloud ou des serveurs. Et en fait, il peut y avoir aussi différents supports qui sont plus ou moins pertinents en fonction de ces critères-là. Donc la température des données, est-ce qu'on est dans des données chaudes? Donc ça veut dire on est en train de faire les entretiens, on est en train de travailler dessus, c'est des données voilà, actives ou froides. Bon bah allez, j'ai fini tous mes entretiens, là j'ai fini la transcription, j'ai fini les résumés. Bon bah maintenant je vais les stocker peut-être à un autre endroit que sur mon PC. C'est ce qu'on appelle des données froides qui sont moins souvent utilisés. Leur volume aussi, donc voilà, on va adapter les outils au volume, le degré d'ouverture prévu et le niveau de sécurisation requis aussi. Tout ça, c'est voilà. Après, il faut être dans la pratique. Hein, j'ai pas les réponses à tout, mais voilà le genre de questions ou de critères qu'il faut prendre en compte. Alors attendez, on va changer de slide, mais s'il veut bien. Je sais même pas si je saute. Attendez. Je sais pas pourquoi, mais c'est un peu compliqué. Oui, voilà. Je me demande si j'ai pas. Je sais pas si vous voyez encore mon écran là, parce que je sais pas.
Attendez un instant, je vais essayer de. Je sais pas ce qui se passe. Je vais peut-être On voit passer plus. au PowerPoint. Je l'avais téléchargé parce que là, j'ai l'impression que ça rame un peu en ligne. Excusez-moi. J'ai bientôt fini. T'inquiète pas, c'est super, hein, Sophie. C'est super intéressant. T'as tout pré-mâché. Au départ, c'était sans doute chiant, mais maintenant que tu nous en parles, ça va. Merci. Bon, alors voilà, donc là, désolé, je suis pas en plein écran, mais voilà, donc en gros, la règle de sauvegarde, hein, juste pour info, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est la règle des 3-2-1. Normalement, on est censé avoir 3 exemplaires, donc un original, 2 copies, donc c'est pas peu dire. 2 supports différents, donc ça peut être en local, une clé USB, un disque dur externe, un serveur, et puis ben, forcément avoir une copie à distance au minimum, hein, parce que si on a euh, voilà, en cas de distance, je veux dire locale, quoi. Enfin, on n'a pas toutes les sauvegardes au même endroit dans son bureau. On en met une à distance sur un serveur à distance en cas de, je sais pas, d'incendie ou autre. Euh, voilà. Alors après, bon, voilà, je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais il y a aussi en termes de sécurisation des données à caractère personnel, il y a la procédure d'anonymisation. Mais ça, c'est un processus irréversible, donc ça rend en fait impossible en pratique toute identification de la personne. Donc normalement, voilà, si on traite des données anonymisées, bah, le RGPD ne se pose plus puisqu'on ne peut plus identifier la personne. Après, si on manipule des données vraiment très sensibles, on peut être amené à faire de la pseudonymisation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer les données identifiantes des autres données. Donc on va rendre un document, on va enlever le nom, tout caractère identifiant dans ce document, on va le coder et puis à côté, on va avoir un fichier avec on va dire, la table de transcodage entre le code et puis les identifiants de la personne, si c'est une personne, voilà. Voilà. Bon, c'est peut-être pas très clair ce que je raconte, mais voilà. En tout cas, c'est un processus réversible et c'est quelque chose qui peut permettre en fait de sécuriser, enfin de stocker de manière un peu plus sécurisée des données à caractère sensible personnel. Voilà, sachez que ça existe. Et puis, il y a aussi le chiffrement des données. Bon, là, je n'essaierai pas de me lancer sur ce que c'est. Je ne l'ai pas encore pratiqué. Mais voilà, je sais que dernièrement, on a un collègue, là, bah, Pierre, qui a fait une démarche RGPD pour des entretiens auprès du CNRS. Et le CNRS là, lui a demandé si son ordi était chiffré. Donc, je sais qu'il a entamé des recherches côté Ifremer pour voir si c'était fait. Je crois que c'est pas fait. Donc, voilà, à suivre. On aura peut-être un retour d'expérience à court terme. Sur le sujet. Et puis finalement, là, j'ai un doublon. Voilà, désolé, c'est un peu dense. Je mettrai le PowerPoint beaucoup plus complet de la MSHB hein, sur l'internet à mur. Ah oui, et ce que j'ai pas mis aussi, mais toutes mes excuses, c'est que je vous rajouterai aussi les contacts de cette Aline là, Aline Benvegula, voilà, de la MSHB, parce qu'en fait, ils m'ont dit qu'ils pouvaient vraiment faire un accompagnement personnel. C'est-à-dire que là, si demain vous devez mettre en place le chiffrement de vos données, etc., bon, vous pouvez vous tourner vers Pascal et moi. Mais si on n'a pas les réponses, c'est bien aussi de se tourner vers la MSHB. Ils peuvent vous faire un accompagnement personnalisé en fonction des questions. Donc, ça peut être pour chiffrer vos données, mettre en place de la pseudonymisation, ouvrir un compte Nakala sur Humanum. Je ne sais pas, vous traitez un monceau gigantesque de données, vous ne savez pas comment les sauvegarder, bah, vous pouvez vous tourner vers eux. Voilà, ils sauront soit vous répondre, soit vous orienter vers les bonnes personnes pour répondre à vos questions. Et voilà, n'hésitez pas à nous mettre en copie ou à nous tenir informés aussi, parce que du coup, ça nous permet aussi de monter en compétences enfin, voilà, d'utiliser ces retours d'expérience en interne pour en faire bénéficier le reste de la communauté. Sans plus tarder, puisqu'on a un petit peu de retard sur le programme, on va passer à la suite. J'introduis juste en quelques minutes Nuta, logiciel de transcription. Hein, je vais laisser mes collègues le présenter. Juste pour dire que du coup, effectivement, bah, c'était à l'initiative d'Alix. Merci Alix en septembre dernier de proposer finalement d'acquérir des licences pour accéder à ce logiciel de transcription et d'essayer de les partager en interne à Mur. Donc on a fait un test d'1 an et depuis octobre dernier 2022, donc on a 5 licences pour accéder à ce logiciel et l'utiliser. Et donc là, l'idée, c'était vraiment d'en faire bénéficier. On a au début travaillé, on va dire, en petits groupes pour tester, puis faire des retours d'expérience. Et là, l'idée, c'était de l'ouvrir à l'ensemble du laboratoire. D'où l'idée de faire une démonstration de l'outil aujourd'hui. Et puis, d'où mon mail aussi de la semaine dernière que je vais relancer, où l'idée, c'est un peu de
s'organiser en interne et pour cela que vous puissiez me faire vos retours en termes de besoins, à savoir, je sais pas, sur les mois qui viennent jusqu'à septembre, quand est-ce que vous en auriez besoin, si vous en avez besoin, pour faire quoi, la transcription, le nombre d'heures prévisionnelles, voilà, et qui pour qu'on puisse aussi s'organiser pour l'accès à ces licences. Je vais arrêter le partage et puis je vais passer la main à Alix. Ouais, désolé, j'ai pas pris le temps de vous laisser le temps de poser des questions, mais on fera peut-être ça à la fin, même si vous avez des questions sur ce que j'ai présenté tout à l'heure. Merci, Sophie. Mais en fait, tu me passes la main à moi, mais je pense que moi, je vais tout de suite la repasser à Florence parce que dans Nuta, il y a deux fonctionnels. Non, c'est pour faire quoi? Ah, c'est Lorena qui commence, pardon, Sophie. Donc, je passe la main à Non, c'est moi, Lorena. excuse-moi, ça a bien orienté. Parce que donc, juste pour vous dire qu'on va être trois, on est trois à avoir répondu un peu à l'appel parce qu'on est trois utilisatrices expérimentatrices de Nuta depuis octobre. Et donc, je crois que Lorena va commencer par un retour avec Florence sur la partie qui est la fonctionnalité principale de Nuta sur la transcription d'entretien audio ou de fichiers audio plus largement. Et puis moi, je ferai un petit topo sur la partie sous-titrage qui existe également dans Nuta. Voilà. Lorena, je te passe la parole. T'es là? Oui, je suis là. Bonjour à tous et à toutes. Salut. Euh, je dois juste, j'avais oublié que j'avais interdit à Zoom le partage d'écran. Et c'est, voilà. Et donc, je vais essayer de le faire maintenant. Et sinon, je demanderai à Florence de nous montrer le PowerPoint qu'elle a. Mon idée, c'était de vous montrer le logiciel enfin, de l'utiliser avec vous. Mais si je peux pas partager l'écran, peut-être pendant que je fais ça, Je peux le Florence faire peut si tu veux. commencer. Oui, alors oui, ou Florence. Sinon, moi j'ai ouvert Nuta, Vous le donc faire? c'est comme tu préfères, Lorena. Ouais, je peux vous emmener dans Nuta. J'y vais. Ouais. Florence qui est à côté de moi, c'est pratique, me dit que je peux y aller. Alors, Ah oui, vous êtes dans le même bureau. est-ce que... bah ouais, voilà. Et donc, Alors, est-ce que ça va peut-être marcher? juste vous dire que vous aurez des identifiants pour vous connecter sur une interface particulière qui n'est pas celle à laquelle on a accès quand on essaie de tenter le mode gratuit à un livre accès. Donc, c'est une autre interface dont vous aurez l'adresse avec des identifiants. Et donc, vous allez arriver à un tablier. Ah, j'ai le même problème que toi, Lorena. Sophie, est-ce que vous nous avez autorisé le partage d'écran? Oui. Alors attends, c'est pas moi qui ai lancé. Peut-être tout à la main, Pascal, t'es co-hôte, non? Je ne l'ai pas interdit. Tu l'as pas interdit. Non, moi, mon Ok. problème, c'est mon C'est ordi. chez toi, quoi. Oui. Alors attendez, je peux essayer de me Ok. connecter, moi. C'est que Alors, sinon, je Je dois. suis mis en je suis co-host, co-animatrice, comme ouais, ça je vois. marche. Ouais, merci, Antoine. Le problème, c'est que Euh, ça se connecte pas. Ah bah oui, toi, t'as pas de bande passante, Sophie. Si, c'est pas ça, c'est juste que je sais pas, ça rame là, j'arrive pas à me. Pourtant, j'ai bien la visu qui marche. J'arrive même pas à me connecter à l'app. Peut-être je peux prendre 2 minutes et me reconnecter comme ça, je le fais moi-même. Je reviens très vite. Ouais, c'est Alors, bien. Florence. Partage. Là, j'ai partagé. Ouais, super. Ouais. C'est sur un point bien particulier, c'était pas sur l'interface Nuta. Alors, si ça fonctionne pour moi, je vais ouvrir l'interface Nuta si vous voulez. Et puis, Juste rappeler, parce qu'on parle depuis le début de transcription, mais il y a peut-être des gens à qui ça parle pas beaucoup. Simplement, l'idée, c'est-à-dire qu'on a un fichier audio enregistré, donc du son, et Nuta va nous convertir en texte, donc taper, euh, Word ou ce que vous voulez, donc le fichier audio directement en texte. Une espèce d'ossérisation de fichier audio. Oui, tout à fait. Et peut-être pour, pardon, oui, je t'en prie. tu peux couper ton micro juste. Merci.
Voilà. Oui, et donc peut-être ce qu'on peut dire à ce sujet, c'est que l'offre de transcription de fichiers son s'est énormément développée ces dernières années. Elle évolue très vite. Et donc, du coup, ce qu'on a essayé de faire avec Sophie notamment, c'est d'essayer de recueillir des retours d'expérience sur les logiciels qui fonctionnaient le mieux, qui n'étaient pas trop coûteux, qui offraient un certain nombre de garanties. Et donc, il y avait un certain nombre de travaux qui avaient été faits par différents labos, différentes équipes d'appui à la recherche qui permettaient de s'en faire un petit peu une idée. Moi, j'ai testé quelques outils, recueilli quelques expériences. Ah, super. Et donc, on a opté pour cette expérimentation de Nuta. Le gros avantage de Nuta, donc c'est une petite start-up française qui travaille déjà avec beaucoup de gros labos en sciences sociales en France et qui offre un certain nombre de garanties en termes de stockage et de respect de la confidentialité des données. Et c'est pourquoi on a prévu de se lancer sur Nuta, donc quand on a réfléchi à ça à l'automne dernier. Voilà. OK. Donc là, vous voyez mon écran. Donc c'est l'interface à laquelle vous arrivez. Donc moi, c'est en espagnol, mais vous l'avez en français. Et ce qui a été convenu, c'est dans mes archives, ou mes fichiers plutôt, d'écrire pour chacun. Là, voyez, on a les dossiers de Lucie et le mien. Je ne me suis pas présentée, mais je suis Lorena Cisneros et je suis doctorante sous la direction d'Alix Levin et aussi de Frédéric Schluss du Muséum national. Voilà. Donc là, vous allez enregistrer vos projets. Donc pour la transcription d'un fichier que vous avez, vous allez le drag and drop dans cette partie-là. Et le logiciel Mouline fait une transcription. Vous recevrez un mail quand la transcription est faite, sauf que, en gros, il faut compter moins d'un tiers du temps de l'entretien pour que le logiciel le fasse. Et je me rends compte que non, vous ne recevez pas le mail parce que les identifiants sont... on n'a pas accès à ces mails-là. Mais bon, quoi qu'il en soit, une fois que la transcription elle est faite, il y a marqué « transcrit ». Et dans les archives, il y aura marqué qu'il est transcrit. Et vous cliquez dans la transcription et vous arrivez dans cette autre interface-là qui vous permet de reprendre la transcription. Et donc, par exemple, changer le nom des personnes qui interviennent dans la conversation. Et une fois que vous voulez rechanger, vous pouvez cliquer et rechanger les personnes. Ça vous permet de naviguer dans l'enregistrement. Donc, vous voyez comment ça avance le timing. Et donc, de vous mettre n'importe où dans la transcription et de revenir dessus. De reprendre un mot et de le modifier. Et donc, de corriger au fur et à mesure la transcription. Un conseil, c'est en général quand vous modifiez, quand vous travaillez longtemps sur l'interface du logiciel, c'est d'enregistrer au fur et à mesure votre travail parce que parfois il y a des petits bugs et vous pouvez perdre le travail. Donc c'est bien de penser à l'enregistrer au fur et à mesure. Et une fois que vous êtes satisfait avec votre transcription, vous pouvez le télécharger là, ici, avec la flèche. Et donc, ça va être Word, donc Word texte pour HTML ou PDF. Et vous pouvez choisir de avoir les marques du temps, donc les minutages et les noms de parties. Donc, comme j'ai fait Lorena et A, par exemple, dans cet entretien, vous pouvez les avoir ou pas. Et une fois que vous le téléchargez, vous pouvez effacer l'enregistrement et la transcription du logiciel. C'est important de savoir que vous ne pouvez pas juste éliminer la transcription, mais que vous éliminez et le fichier audio et la transcription. Les deux vont ensemble. Vous ne pouvez pas éliminer juste l'un et laisser l'autre dans le logiciel.
Voilà pour une présentation assez succincte. Je ne sais pas, Florence, peut-être tu peux compléter avec ton PowerPoint ou... Oui, d'accord. Moi, je peux présenter en effet rapidement. Est-ce que tu peux enlever ton partage d'écran alors, s'il te plaît, Lorena, pour que je puisse partager le mien? Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais juste compléter. Euh, alors, maintenant, c'est moi qui ne peux plus partager. Alors, non, alors en fait, j'ai éliminé un certain nombre de documents. Ah, Esther, tu avais peut-être une question le temps qu'on laisse quelques minutes à Florence pour. Désolée, mais ça va vite, on enchaîne. Oui, rapidement, peut-être vous l'avez déjà dit. Je suis désolée, j'ai dû m'absenter quelques minutes. Lorena, par exemple, ou Alix ou Florence, quand vous faites vos entretiens, du coup, pour ensuite les mettre sur Nota, vous vous baladez avec un enregistreur, un dictaphone, quelque chose comme ça? Oui, en fait, les enregistrements, enfin, je réponds pour Alix et Lorena, mais en général, on utilise soit un dictaphone professionnel, d'ailleurs, un dictaphone que vous pouvez d'ailleurs emprunter, comme vous l'a montré Pascal dans la liste du matériel à disposition, soit même, moi, j'enregistre parfois avec mon téléphone portable. Et donc, j'ai un fichier qui peut être transférable, téléchargeable sur Muta. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Donc, même avec un téléphone portable, en fait, on peut faire un enregistrement qui va pouvoir être transcrit par Nuta. Alors, la qualité de la transcription, et en fait, c'est très bien parce que ça me fait justement la transition. Moi, je voulais surtout parler de ça. C'est que avec Nuta, en fait, quand vous téléchargez un fichier, que vous soyez 2 interlocuteurs ou une dizaine d'interlocuteurs, parce que vous pouvez aussi choisir le nombre de speakers, le nombre d'interlocuteurs, eh bien, le taux de réussite de la transcription, il va beaucoup changer selon plusieurs paramètres, hein, justement la qualité de l'enregistrement, ou bien le nombre de personnes qui parlent, l'éloignement avec le dictaphone, hein, s'il y a des bruits parasites, par exemple. Et je voulais vous montrer donc une dernière transcription que j'ai réalisée. Et donc moi, quand je télécharge, hein, quand Nuta a transcrit, je reprends mon enregistrement pour non pas le retravailler sur le logiciel lui-même, mais le retravailler sur mon propre logiciel. Et donc là, je vous ai mis 2 colonnes. Alors, la transcription réalisée par Nuta, avec, vous voyez, les petites erreurs qui sont en vert. Donc ça, c'était un enregistrement qui était assez clair entre juste 2 personnes. Mais vous voyez que, par exemple, moi je travaille sur le problème des sargasses, le mot sargasse, en fait, il n'arrive jamais à le transcrire correctement. Donc, j'ai tout un panel de transcription assez amusante d'ailleurs. Et puis, il a aussi beaucoup de mal à traduire, à transcrire des noms de personnes. Donc là, vous voyez par exemple Charles Eli Guzman, eh bien, il parle par exemple de chat Eli Guzman, ou bien Charles Virasamy, il a transcrit Charles Grasse Ami, ou bien Jacques Grasse Ami. Voilà, donc en fait, en général, moi j'estime que la transcription, elle est correcte à peu près à 70%, mettons, voilà. Mais c'est après, voilà, mes collègues pourront infirmer ou non ce que le chiffre que j'avance. Ensuite, vous avez d'autres fonctionnalités qui peuvent être des gadgets, mais qui peuvent être aussi utiles, en fait, par exemple, pour tester l'atmosphère d'une conversation avec cette intelligence de la conversation, comme c'est appelé dans Nuta, qui vous permet de voir les différents thèmes qui ont été soulevés. Hein. Vous voyez ici, sensibilité de l'eau, gestion des déchets. Alors, nappe de sang, alors ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est.
mais c'est une erreur de transcription. Et puis collecte d'algues, etc. Et vous avez également cette statistique qualitative qui vous donne des indications qui peuvent être intéressantes au niveau, par exemple, de la répartition de la parole. Donc là, en fait, c'était une conversation assez informelle que j'avais un interlocuteur. Donc, il est normal que la parole soit répartie à 50%. Il faut savoir que quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que en fait, lors de cet entretien-là, informel, il y avait une troisième personne, mais Nuta ne l'a pas identifiée comme speaker parce qu'elle avait une voix qui était assez similaire à la mienne. Voilà. Donc, c'est en réécoutant en fait que je me suis rendu compte que la troisième personne parlait aussi de temps en temps, mais qu'elle n'était pas identifiée comme speaker. Voilà. Et puis, autre chose aussi que je voulais vous montrer dans les fonctionnalités nouvelles, je ne sais pas si vous les avez utilisées, Alix et Lorena. Là, j'ai fait le test justement la semaine dernière. C'est une synthèse de la conversation qui est quand même, j'ai trouvé que c'était une synthèse un peu radicale, puisqu'en fait, Nuta a pioché dans l'entretien pour donner son propre résultat. Alors donc, en effet, nous avons discuté lors de la conversation d'une personne qui avait 27 ans et qui habitait en Guadeloupe. Et puis nous avons aussi parlé en effet de blocs de béton, mais ce n'est pas du tout des étudiants qui étaient impliqués avec ce bloc de béton. Voilà. Donc c'était une synthèse. Et puis c'est pas le port de Cosmic, c'est le port de Cosmi. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc il y a eu une agglomération en fait de données qui a été faite par une intelligence artificielle qui est finalement qui est artificielle, mais pas si intelligente que cela. Voilà. Et donc pour vous indiquer que Nuta, le système de transcription par Nuta est extrêmement bénéfique, je trouve, mais qu'il y a aussi justement des points d'attention à avoir dans l'état actuel en fait du logiciel. Voilà. Merci. Donc c'est pas mal parce que ça nous permet peut-être, il y a des questions autour de ça, de dire voilà, de lever le mythe un petit peu de la transcription, voir que c'est pas un logiciel qui va vous transcrire à 100%, qu'il n'y a plus aucun travail à faire derrière, mais voilà, par contre, c'est une aide assez appréciable en gain de temps. Tu l'estimes à combien par rapport à une transcription classique où tu écoutes au casque et tu tapes toi-même? Euh, je dirais que ça fait gagner à peu près, je dirais, la moitié du temps, je pense, ou même peut-être plus, ou peut-être les 3/4 du temps, selon les transcriptions. Voilà. Ça peut être aussi utile, par exemple, pour transcrire des transcriptions et pour avoir un document de base à partir duquel travailler, transcrire des réunions, excusez-moi, et avoir un document de base sur lequel travailler. Oui, je pense la moitié ou 75% du temps. Oui, moi j'avais évalué ça à peu près 60% en moyenne, donc c'est très convergent. Ouais, merci beaucoup pour ces retours d'expérience. On a vu qu'effectivement, le logiciel Nuta permettait de transcrire des audios enregistrés sur un enregistreur ou éventuellement le téléphone. Effectivement, tout à l'heure, sur l'interface présentée par Lorena, on avait vu qu'il y avait un petit micro aussi, ce qui fait qu'on peut aussi activer en fait l'enregistrement. Par exemple, là, on aurait pu le faire, mais on n'a pas pensé. Mais tu l'avais évoqué, Pascal, faire un test en live. En fait, en lançant la visio, là, alors bon, aussi bien on peut, Anton a enregistré la visio, donc on aura un fichier audio, même vidéo à la fin, mais on aurait pu aussi lancer Nuta avec le micro sur l'interface. Voilà, c'est assez simple, il suffit de cliquer. En mode dictée vocale. En mode dictée vocale, voilà, c'est ça. Et puis peut-être, Alix, tu voudrais compléter avec 2-3 mots sur les aspects, les fonctionnalités de sous-titrage? Je vais faire vite parce qu'en plus, je vous avais préparé une super démo, mais comme j'arrive pas à partager mon écran, je peux pas vous la faire. Je voulais vous emmener dans la banlieue de Saint-Brieuc avec Dédé Pochon, un monsieur que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est une figure de l'agriculture paysanne en Bretagne et qui a 90 ans et un sacré accent des Côtes-d'Armor. Et, et donc, Dédé Pochon, alors, est-ce que j'ai le temps quand même de vous faire écouter sa voix? Bien sûr. Ah, quand même. Ok, alors on y va.
J'ai l'impression que vous entendez pas, Non, malheureusement. non, on Non, et l'entend ben, pas. vous l'entendez pas, c'est pas grave, je vous le ferai écouter à l'occasion. Peut-être que c'est pas... Bah, Non, je sais. tu peux peut-être nous le faire à peu près avec. Ah Tu nous non, fais une c'est petite vachement dur. imitation? Dommage. Que là, vous m'entendez bien. Ouais. Oui. Alors attention, là, normalement, ça devrait marcher. Avec Cap Ferme, un chemin boueux pour y arriver, en 3 mois à traverser, on n'en est pas sur le talus. Maison en terre battue, pas d'eau, pas d'électricité, on allait faire sa toilette dans le côté à côté. Voilà quoi. Et 6 kilomètres tous les matins et tous les soirs pour aller à l'école. On n'aimait pas l'école. Bon, oui, on en voulait à Charlemagne d'avoir inventé ça. Et on disait des prières en hiver le long de la route pour qu'il neige. Parce que quand il neigeait, on n'allait pas à l'école. Voilà, alors ce petit extrait nous a servi de test pour tester la fonction sous-titrage de Nuta. Donc on est allé filmer l'année dernière Dédé chez lui et voilà ce que ça donne. Et alors, Nuta n'aime pas Dédé. Et, et pourtant, la prise de son est excellente. Donc, on avait eu le problème au moment de la transcription audio classique. On a eu également le problème puisque le niveau, on va dire, de transcription d'intelligence du logiciel est à peu près similaire sur la fonction sous-titrage. En revanche, le logiciel est très efficace pour positionner le bon verbatim associé à la bonne image. Donc, de ce point de vue-là, il sous-titre très bien. Et on a, mais ça du coup je peux pas vous le montrer, de la même façon que ce que Lorena a pu partager avec vous sur la fonction de transcription, ce qui est très pratique dans Nuta, c'est la possibilité de naviguer en même temps sur le fichier son et dans la transcription de façon extrêmement fluide, ce qui fait qu'on peut corriger au fil de l'eau en ajustant la vitesse de lecture. On peut passer à 0,5 comme ça, et Dédé, il va parler comme ça, puis on a le temps, quand il y a beaucoup de travail à faire, on a le temps de travailler en direct. On peut aussi accélérer quand Dédé nous ennuie et qu'on l'a déjà entendu dire beaucoup de choses, voilà. Et donc c'est extrêmement pratique et c'est là où le gain se produit aussi, le gain de temps. Il est dans l'articulation entre travail sonore, positionnement dans le son et écriture. Donc, on n'a plus besoin de s'accessoiriser diversement pour faire ces transcriptions. Et donc, ça fonctionne très, très bien avec des timecodes très, très précis qu'on peut régler, ajuster. Et la possibilité aussi de lui proposer de faire du sous-titrage dans une langue étrangère. Donc là, nous, on n'a pas été jusque-là pour le moment, même ça dépend, peut-être certains d'entre vous trouveront que Dédé parle une langue étrangère, mais, mais en tout cas, c'est possible dans Nuta. Et effectivement, la facilité d'usage est grande. Alors, le gros point de vigilance, là, j'insiste vraiment beaucoup. Si vous avez des entretiens filmés, que vous, en fait, vous avez envie d'en avoir une transcription, le problème que vous allez avoir, c'est que vous allez retravailler votre transcription pour qu'elle soit nickel. Si ensuite, vous passez au mode sous-titrage, c'est irréversible. C'est-à-dire que vous perdez tout le travail que vous avez pu faire de retraitement de la transcription initiale effectuée par Nuta. Donc, ça rejoint un peu les points de vigilance qu'évoquait Lorena tout à l'heure, qui est qu'il faut absolument sauvegarder vos transcriptions retravaillées, les extraire dans le format qui vous convient, parce que si vous utilisez la fonction sous-titrage, la transcription modifiée par vos soins va disparaître et il n'y a pas de retour en arrière possible. On a interrogé le coordonnateur de l'entreprise dessus et c'est impossible. Donc, du coup, ça, c'est technique, mais c'est un point très important. N'oubliez pas, quand vous avez fini une transcription, de la retravailler, en tout cas, de l'extraire dans un format Word ou autre, mais voilà. Super. Bien, bien, bien. Bah, merci, ça fait un tour d'horizon bien complet en tout cas, Et avec vos différents retours du coup, Sophie, d'expérience. ça apporte plusieurs précisions. Ça veut dire que Nuta travaille en plusieurs langues, donc vous n'êtes pas limité au français. Mhm. Et puis, peut-être les questions sur les accès, les interfaces, ces choses comme ça. Ce qui posait question, moi, quand je voyais Lorena, du coup, je voyais aussi qu'il y avait les transcriptions des autres personnes, donc ce qui peut poser problème aussi. Si on utilise un compte, ça veut dire qu'on va tous avoir nos fichiers de transcription. Donc, on Ouais, aura un au moins problème de pendant le temps du travail. confidentialité. Ouais. Voilà. Donc, faire attention aussi à ça. L'histoire des serveurs aussi, où c'est stocké, mais bon. Donc, on voit aussi,
c'est une transcription en ligne. On l'a pas montré, mais la conversion est extrêmement rapide quand même, hein, à partir d'un fichier audio. Je veux dire, C'est 20-30 minutes pour 1 heure d'enregistrement. 20-30 minutes de transcription. Je vais juste apporter petite modération à ça. Tout dépend évidemment de votre qualité de connexion. Et quand on le fait d'ici, ça va vite, quand on le fait du labo. Moi, chez moi, c'est au moins 1 heure et demie. Ouais. Ah oui. Ouais, Je fais des entretiens assez longs, mais c'est très long. Donc, j'arrive à passer 4-5 entretiens dans une journée, quoi. Pas plus. Ouais, donc bien comprendre que c'est un travail en ligne. Donc on travaille via une interface. Et donc il y a rien qui est en local sur la machine. Donc, ce qui demande un peu de temps, effectivement, si vous êtes perdu au fin fond de la campagne, Alix, on va te monter une antenne 5G spécialement pour toi. Et puis, oui, et en termes de matériel, on a aussi une tablette, du coup, une tablette Windows qui peut servir à faire de la captation audio et vidéo, si vous voulez. Ouais. Oui, alors on a vu aussi que pour gagner du temps, enfin que Nuta permettait de gagner du temps sur la transcription, que la qualité de la transcription dépendait, enfin complétée, hein, mais notamment de la qualité de l'enregistrement et aussi du fort accent potentiel ou vocabulaire très technique non reconnu. Du coup, est-ce que vous avez testé des enregistrements avec différents supports? Est-ce que vous avez, enfin on va dire toutes choses égales par ailleurs, identifié que le meilleur support qui faisait gagner du temps c'était celui-ci ou celui-là, je sais pas, ou est-ce que finalement c'est le positionnement du support? Enfin, Là, je vais faire peut-être je peux répondre. Vous me dites, hein, les filles, vous pouvez. Mais alors, j'en ai rapidement échangé avec Lucie Fortin, là, qui est connectée l'autre jour. Je sais plus si c'était toi, Lucie, ou si c'était une autre de mes collaboratrices. Elle a testé l'enregistrement à partir d'un entretien qu'elle a fait en visio, et elle avait une qualité de transcription géniale. Donc, voilà. Donc, la première chose à savoir, c'est ça. C'est le moins, finalement, il y a d'interférences de son extérieur, le mieux c'est. Donc, la machine native, c'est ce qui va le mieux. Après, la qualité d'enregistrement qu'on obtient à partir d'un Zoom, elle peut être très bonne. Elle est très bonne. Là, évidemment, à condition qu'on s'en serve de façon optimale. Donc, pour ça, ça veut dire que quand on a des Zooms avec des micros orientables, il faut bien les orienter pour éviter que les bruits parasites puissent interférer. Il faut le positionner près de la personne enquêtée. De préférence. Pardon, Alix, quand tu parles du Zoom, tu parles de l'enregistreur. Je parle de l'enregistreur. Voilà, non, mais c'est voilà, Oui, c'est tu as simplement raison, pour Pascal. parce que les gens pensent que c'est Zoom visioconférence, mais non, Ah oui, c'est la marque de l'enregistreur c'est la du marque de dictaphone. l'enregistreur. Et vous le positionnez de préférence sur une matière molle, un pull, une écharpe ou quoi, sur un support qui bouge pas trop. Et donc, en faisant ça et en faisant un petit test au casque, vous allez vous rendre compte de la qualité. Et là, on peut avoir des très bonnes qualités d'enregistrement. Mais c'est vrai que de mon expérience, ce qui compte le plus, c'est vraiment la façon dont la personne s'exprime, plus que le volume ou la qualité technique de l'enregistrement. Parce que moi, j'ai fait des tests avec les mêmes conditions d'enregistrement. C'est le jour et la nuit entre une personne qui parle un français urbain très contemporain, voilà, et qui emploie pas trop de termes techniques ou qui articule très bien, là, j'avais presque pas de reprise. Avec Dédé, j'ai presque mis autant de temps que si je l'avais retranscrit à la main. Donc c'est un cas extrême, évidemment. Mais voilà, c'est vraiment les conditions d'expression. Et puis s'il y a beaucoup d'interlocuteurs aussi, il y a ce problème-là, on peut très bien enregistrer des réunions et tout, mais il va avoir du mal à reconnaître les différents locuteurs. Et donc là, il y a aussi ce temps de reprise-là, de bien refaire le tri entre qui dit quoi, mais sur l'interface, ça se passe très bien. Donc moi, je dirais que c'est vraiment la façon dont les gens s'expriment qui est déterminante dans ce qu'arrive à faire Nuta, quoi. Donc, votre retour d'expérience aussi, il est intéressant parce que ça nous a dicté un petit peu la commande de matériel. Donc, on s'est orienté effectivement vers les Zooms plutôt que le dictaphone numérique de base qu'on avait un petit peu avant pour justement avoir. Alors, il nous manque, on n'avait pas fait attention, mais il y avait le Zoom, il est vendu tout seul. Il n'est pas vendu avec son pack d'accessoires et donc il est arrivé, voilà, on était un peu nus. Donc, on va commander aussi les accessoires qui vont avec, notamment la bonnette, les choses comme ça. euh, etc. Donc je pense que c'est un bon compromis entre quelque chose qui pourrait coûter extrêmement cher et qui apporterait pas forcément beaucoup plus. Mais là, les zooms, alors qu'on a commandé et puis qui sont en commande,
On a, je crois qu'ils ont 4 micros, c'est ça? Enfin, on peut faire vraiment des choses assez importantes. Mais il y a aussi si on enregistre en stéréo, en omnidirectionnel, du coup, je crois que la carte maximale qu'on peut mettre dedans, c'est 32 gigas. Et avec 32 gigas sous ce mode-là, on fait simplement 2 heures. Ou même pas, 1h16, je crois. Donc Euh, voilà, il faut choisir entre, voilà, non, faudra choisir entre alors, l'optimum. par rapport à ça, Pascal, Mm. c'est aussi et surtout dépendant du format d'enregistrement. Oui, Et en fait, c'est le Wave qui est ouais. Mais le quand tu passes format sur, ouais. Mais quand tu passes sur le stéréo, les 4 micros, ça t'impose le wave et tu peux pas le faire en MP3. Ah oui, pour les Ouais. 4 micros, alors je sais pas quel zoom vous avez pris, mais c'est vrai que, enfin, c'est vraiment, c'est peut-être le point technique le plus important, c'est ça, c'est que si la configuration d'écrit Pascal est très utile si vous voulez un son nickel pour faire ensuite une exploitation du son lui-même. Sinon, vous n'avez pas du tout Mm. besoin de ça avec l'enregistrement de base. Il est de qualité largement suffisante pour être exploité et voire diffusé, mais pas en radio. C'est ça. Mm. Par contre, ce que tu dis, c'est important, du coup, ne réservez pas le matériel et puis ensuite vous arrivez sur le terrain, vous le mettez en marche. Il faut se l'approprier un petit peu avant. C'est pas juste j'appuie sur le bouton marche arrêt. Vous avez le choix des formats, etc. Donc, il faut passer un petit peu de temps avant pour s'accoutumer au moins la première fois, quoi. Ok. Puis peut-être aussi dire que c'est pas seulement réservé à la recherche, mais que dans des transcriptions informelles, des réunions de bureau, des réunions, je sais pas, hein, tout usage que vous pouvez avoir en tête, c'est possible. Bah, c'est clair que les comptes rendus de réunion pris comme ça fait gagner beaucoup de temps. Mm. Donc voilà, un certain nombre d'entre nous, on est amené à en faire quand même, mais ça peut être très utile. D'autant plus qu'a priori, on a un petit peu plus de marge de manœuvre pour l'utilisation de Nuta. Je ne sais pas si tu voulais en parler, Sophie. Et oui, 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 effectivement, bah, c'est vrai que dans ma demande, donc dans l'identification du besoin, là, on a 5 comptes. À la base, on était parti sur une formule en septembre, là, où on avait 5 comptes avec chaque compte 25 heures de transcription par compte, qui n'est pas, enfin, c'est par mois, pardon, 25 heures par mois par compte. Voilà, donc l'idée, c'était d'optimiser la répartition, l'accès, etc. Et puis en fait là, on s'est rendu compte très 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 récemment que il avait un petit peu fait évoluer ses formules d'offres de services avec les tarifs et que là du coup on est passé en illimité. En fait pour les tarifs qu'on avait payés sur un an à compter d'octobre dernier, maintenant on peut largement avoir la formule illimitée qui était quand même beaucoup plus chère à l'époque, quoi. Enfin, il y a quelques mois. Donc c'est rare de voir les choses qui évoluent dans le bon sens, peu importe. Donc là, en fait, on se retrouve au moins jusqu'à fin septembre avec 5 comptes en illimité. Donc ça pose un peu moins de difficultés on n'est pas limité sur le nombre d'heures par mois par compte. Par contre, bah voilà, j'ai quand même, enfin l'idée c'était quand même que le pôle recense les besoins pour pouvoir répartir, enfin comment dire, organiser la communauté parmi ces comptes parce que comme vous avez vu, bah, quand on est sur un compte, c'est des comptes anonymes, donc on partage identifiant mot de passe entre les utilisateurs de ce compte-là. Après, on peut s'organiser avec une arborescence de dossiers, mais tout le monde a accès quand même aux matériaux de travail sur ce compte. Donc, il y a quand même bah, voilà, des respects de la confidentialité, etc. Autant travailler en équipe qui a l'habitude de travailler ensemble sur des projets communs si possible. Voilà. D'où l'idée quand même d'identifier les besoins et puis pour pouvoir répartir un petit peu voilà, les collaborateurs par compte dans les semaines qui viennent. Voilà, je ne sais pas si vous voulez compléter là-dessus. Ouais, alors après, bah, là, on avait, enfin, Mathieu le prince avait trouvé un moyen de financer ces 5 comptes sur une année. Et puis après, le concept qu'on a, en fait, enfin, après, on verra, hein, on fera le point en septembre. Mais l'idée, c'était de se dire, bah voilà, on essaye d'avoir un outil commun au sein du labo, de monter en compétences de manière commune, de faire des petits, voilà, des petits points comme ça pour de démonstration, de retour d'expérience, utiles aux uns et aux autres. Et puis éventuellement trouver aussi le moyen de, si le besoin continue et si on estime que Nuta est toujours l'outil qu'il faut utiliser, parce que comme le disait Alix, ça évolue pas mal sur le marché, l'offre, et bien essayer de trouver le moyen de continuer de faire financer en fait ce logiciel-là, peut-être via les projets. Donc peut-être là on était parti sur un projet qui allait
la suite du financement sur l'année fin 2023-2024, un autre projet sur fin 2024-2025. Donc voilà, on est vraiment aussi dans cet aspect aussi collaboratif ou en tout cas participatif aussi sur le financement pour essayer de pérenniser l'accès à ce genre d'outils qui pour le moment en tout cas semble utile. Donc voilà, et répondre aussi à vos besoins. Donc voilà. Je sais pas si vous voulez compléter ou si vous avez des questions. Y a-t-il des questions en particulier? Juste une petite remarque simplement pour compléter dessus. Ça veut dire aussi derrière, donc il y a de la production de données, donc ce qu'a rappelé Sophie, et peut-être qu'on pourra proposer au niveau du pôle Ops quelque chose autour des services d'archivage, d'enregistrement, de production, de diffusion de la donnée. Parce que Nuta, du coup, propose des transcriptions écrites. Donc, est-ce qu'on fait de ces transcriptions écrites aussi? Est-ce qu'on les valorise ou pas? Enfin, les valorise, pardon, autrement que sous la forme de papier. Est-ce qu'on permet l'accès ou pas? Et on pourra peut-être proposer quelque chose autour, pour l'essentiel des services de Humanum. Sous Humanum, enfin, faut voir, c'est une très grande infrastructure de recherche. Et en dessous, vous avez une arborescence de services dédiés. Et je pense notamment, puisqu'on parle de corpus audio, vous avez un service spécifique pour les corpus audio qui s'appelle Cocoon, spécifiquement dédié à l'archivage de ces corpus audio. Donc voilà, on a un ensemble de services liés aux données qu'on pourra peut-être vous présenter, et peut-être avoir, selon les besoins, faire venir quelqu'un pour travailler à partir de vos données et au moins sauvegarder vos données, hein, avant même de parler de diffusion, de partage, mais déjà sauvegarder vos données. Et peut-être juste, je prends 2-3 minutes si je peux déborder. Je voulais juste dire que du coup, on a parlé des formats là aussi d'enregistrement audio. Et donc là, je me suis loguée sur mon compte là sur ShareDoc Humanum. Bon, je vous ai pas encore présenté ce que c'était, mais en tout cas sur ShareDoc de Humanum, la très grande infrastructure de recherche, on a la possibilité de comment on appelle ça, de transcoder, je perds mes mots ce matin. Bon, en plus, vous voyez, ça rame. Je ne sais pas si vous voyez mon écran là. On peut changer le format des fichiers, en fait, vidéo, audio, enfin voilà, transformer en fait un fichier d'un format vers un autre format. Et donc, c'est assez simple d'utilisation. C'est gratuit, mais alors, sauf que là, ça, voilà. Et donc, par exemple, si on a, je sais pas, enfin, on peut avoir une sortie, enfin, si on veut une sortie en MP3, en MP4 ou en Wave, là. Par exemple, si on a enregistré avec notre téléphone parce qu'on n'avait pas d'enregistreur, etc. Eh bien, on peut utiliser ce service-là sur ShareDoc, hein, qui est gratuit à partir du moment où on s'est créé un compte. Désolé, ça rame beaucoup, mais c'est assez simple. Il suffit en fait de glisser le fichier qu'on a en sortie du téléphone, par exemple dans In, dans le répertoire In. Et en fait, dans la journée, il aura transformé en .mp3 et il sera disponible dans Out, quoi. Et donc après, il faut bien sûr les enlever et pas les laisser, sinon ça tourne en boucle. Et donc du coup, juste pour vous dire, mais vous pourrez revenir me voir si vous voulez. Attendez, où est-ce que je suis là? Voilà. Juste pour vous dire que parmi effectivement les espaces de stockage, vous pouvez aussi des espaces de travail et de stockage de données. Il y a l'option ShareDoc de l'infrastructure de recherche Humanum. Tout le monde peut se créer enfin tout le monde dans le cadre où c'est dans le cadre du travail, hein, et notamment c'est dédié au SHS, mais se créer un compte pour accéder au service ShareDoc, qui est un gestionnaire de fichiers en fait, et qui, à l'étape de collecte de données, permet de stocker les données d'un projet de recherche sur un serveur hautement sécurisé, dont une des tutelles est le CNRS d'ailleurs, et donc c'est sur des serveurs en France, d'organiser les données et de les partager entre les participants. Et donc, en fait, on peut demander des accès individuels, donc des espaces de travail individuels. Mais si vous êtes amené aussi à gérer un projet de recherche, vous pouvez aussi, donc par un autre biais, de faire une demande pour à l'espace d'un projet de recherche, et donc là avoir beaucoup plus d'accès, enfin beaucoup plus de place pour créer un espace dédié au projet. Et évidemment, après, vous envoyez la liste des participants, et donc ils vont donner accès à l'espace projet à tous les participants que vous aurez identifiés. Voilà, donc je vous mettrai les slides aussi complètes là sur le
sur l'Internet. Mais vous voyez, c'est plus pour stocker des données courantes. C'est plutôt pendant la durée du projet, quoi. C'est pas forcément ShareDoc, c'est plus pour ouais, c'est durant le projet, on va stocker les données d'entretien, les fichiers transcrits, on va faire notre petite fichier README ou les métadonnées si on compte les basculer après pour une diffusion plus pérenne. Donc c'est plutôt la recherche en cours des données plutôt chaudes ou tièdes, comme on dit. Et puis ça permet aussi de partager, d'éditer des fichiers de manière collaborative. On peut être plusieurs. Si on, par exemple, nous, on a un fichier de prise de notes, on peut l'ouvrir et puis être plusieurs à prendre des notes en live sur un fichier .doc ou participer à construire un PowerPoint, etc. Il est accessible depuis un navigateur web ou un logiciel client type WebDAV, voilà. Et donc, je vous montre juste les différentes étapes, mais aussi, sachez qu'en tant que stagiaire, vous pouvez aussi demander un accès, un compte ShareDoc sur Humanum. Si bien sûr vous précisez que vous êtes stagiaire, il sera ouvert le temps de la durée du stage, donc environ 6 mois. Mais voilà, ça peut aussi vous permettre de travailler là, de partager des documents avec vos encadrants ou d'autres collaborateurs et le temps de votre stage, et puis d'avoir une deuxième sauvegarde aussi ou une sauvegarde de vos travaux. Voilà. Et donc pour ça, il faut se créer d'abord un compte ou se connecter à son compte Humanid. Donc en fait, la grande infrastructure, il faut déjà avoir un compte sur Humanid. Voilà, donc tout expliqué là. Pour ensuite, une fois qu'on a le compte, on a accès à tous les services hébergés par Humanum, dont ShareDoc. Et donc voilà, une fois qu'on a créé notre compte Humanid, qu'on a notre Humanid, on peut demander l'accès à ShareDoc. Et là, il y aura un petit formulaire qui s'ouvrira où il faudra renseigner l'établissement de rattachement, le statut, une courte description du projet et le volume estimé de données à héberger. C'est assez factuel. Et donc après, on attend la validation. Et normalement, après, on peut se connecter du coup à ShareDoc. Et voilà. Et à partir de ça, on peut créer, éditer des documents, partager avec d'autres utilisateurs, utiliser les outils de traitement de transcodage, comme je vous disais, vidéo, conversion de PDF ou OCR, là, tout ce qui est reconnaissance optique de caractères. Voilà. Et puis voilà. Puis après, il y a les petits détails. Mais vous voyez, vous pouvez ajouter des métadonnées, éditer des documents. On a des modules de collaboration. Voilà, on peut ouvrir avec OnlyOffice, qui fait qu'on peut être à plusieurs à travailler en même temps sur le document. Et puis on peut partager les données, soit en créant un lien web, soit en allant chercher des utilisateurs qui ont eux-mêmes un compte Humanid, donc connecté à Humanum, soit envoyé en pièce jointe par mail, etc., etc. Je rentre pas dans le détail, mais voilà. Et puis pour ce point-là, je pense qu'on fera quelque chose de spécifique plus tard. Mais voilà, sachez que c'est une option qui existe. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Bon, l'heure commence à tourner. Il me semble qu'il y a une autre réunion qui est en train de passer Ouais. vers sa baie, donc je vais arrêter sur ce CSU qui a été très intéressant.